Les pays baltes, combien sont-ils au fait? Ils sont au nombre de 3, du nord au sud, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. 3 pays, 3 petits poussés, 3 identités étonnamment différentes, mais ayant en point commun une géographie grande ouverte sur la mer Baltique et une délicate position stratégique entre Est et Ouest. En commun aussi une histoire marquée par les mêmes séries d'invasions et de conquêtes scandinaves, prussiennes, slaves, russes, germaniques, jusqu'à la dernière période de la longue et traumatisante occupation soviétique. Autant de réalités identiquement forgées par la résistance à l'oppression, d'où un même désir de liberté, de modernité et d'Europe. Nous partirons de la capitale balte la plus septentrionale, Tallinn, en Estonie, puis nous rejoindrons Riga, capitale de la Lettonie, et enfin Vilnius, la capitale de la Lituanie. Comme tous les pays baltes, l'Estonie a connu une succession de conquêtes et d'occupations. Vikings, Danois, Teutons, Suédois, Russie tsariste, puis de l'URSS, pour qui elle fut un modèle économique jusqu'au 20 août 1991, date de son indépendance officielle. De ces nombreuses occupations et multiples influences accumulées au fil des siècles, Tallinn en a gardé le meilleur. Aujourd'hui, réintégrée à la famille européenne, cette ville de 450 000 habitants se retrouve légitimement classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité pour la beauté et la richesse de son centre médiéval. Derrière ces imposants remparts dont il reste encore aujourd'hui 27 tours et de longs pans de murailles, la vieille ville se partage entre la ville haute, où résidait l'élite sociale, et la ville basse, réservée aux commerçants et aux artisans. Ces deux mondes étaient séparés non seulement par une barrière sociale, mais aussi par une imposante muraille. La cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski domine la ville haute de sa stature massive et lumineuse surmontée de clochers à bulbes. Bâtie en 1894 sur ordre du tsar russe Alexandre III, elle présente le plan classique des basiliques orthodoxes. Juste en face, de l'autre côté de la place, le château de Toompea, construit au XVIIIe siècle pour l'impératrice Catherine II de Russie, détruit par les révolutionnaires en 1917, puis reconstruit à l'identique, abrite maintenant le Parlement d'Estonie. Au-dessus des jardins du roi danois, juste en contrebas, un chemin de ronde couvert qui a été rénové récemment dessert 3 autres tours, vestiges des remparts qui dominent encore la ville basse, qu'on peut rejoindre par une venelle pentue au pavage traditionnel. Au pied des remparts de la ville haute, la place de l'Hôtel de Ville est le lieu le plus animé de la ville basse. Entièrement piétonne, elle est entourée de vénérables demeures abritant restaurants et cafés en terrasse, véritable centre névralgique
Dominé par la stature massive de l'ancien hôtel de ville, premier édifice en dur de la ville, élevé au XIIIe siècle dans un style gothique unique en son genre en Europe du Nord. Il est resté en service durant plus de 5 siècles jusqu'en 1970. Très effilée, façon minaret, sa tour culmine à 34 mètres et est coiffée d'une élégante flèche en haut de laquelle veille la statue de Vana Tohomas, le vieux Thomas, un héros légendaire cher aux habitants de la capitale estonienne. De cette place partent plusieurs belles rues, elles aussi très animées, et toujours bordées de vieilles demeures plus typiques les unes des autres. À l'angle de Picténève, l'une des plus anciennes rues de la ville basse, la plus longue aussi, se trouve la Rakaptek, la plus vieille pharmacie d'Europe encore en activité. Un peu plus loin, siège l'ambassade de Russie, protégée par de longues barrières sur lesquelles s'affichent de manière consensuelle, semble-t-il, de multiples protestations, fleurs et banderoles contre l'invasion russe en Ukraine. Enjambé par quelques contreforts et arcs-boutants du monastère dominicain voisin, le discret passage Sainte-Catherine est bordé de grandes pierres tombales, vestiges de sépultures de personnages importants inhumés à l'époque dans l'église attenante. Il débouche sur la tour Hellemani, une des tours sauvegardées des remparts de la vieille ville. À quelques kilomètres à l'ouest de la ville, le Roca Almar, le rocher près de la mer, abrite un vaste musée des arts et traditions populaires sur plus de 80 hectares de forêts et de prairies au bord du golfe de Kopli sur la mer Baltique. La visite se fait à pied, au fil des chemins, à la rencontre de multiples petits bâtiments, pour la plupart construits en rodin et couverts de chaume, donnant un bon aperçu de la vie rurale autrefois. Celliers, granges, greniers, étables, une chapelle, une école, des moulins à vent, regroupés par époque, avec parfois quelques acteurs en costume campagnard qui animent la visite de par leur tradition séculaire. Le circuit se termine sous l'occupation soviétique avec la visite d'un appartement de kolkhoz aménagé, non loin de la station de bus, lui aussi d'époque.
rejoindront Tartu, la seconde ville d'Estonie, par le train. Tartu est très connue comme étant la capitale universitaire d'Estonie depuis 1632. C'est une des plus anciennes universités d'Europe. La population est donc très jeune et la vie y est dynamique. La scène culturelle aussi est riche et Tartu est considéré comme le berceau de la culture estonienne, d'où ont émergé de nombreux mouvements historiques ayant conduit à l'indépendance du pays. Aussi, Tartu a été désignée cette année comme capitale européenne de la culture 2024, siège de toute une année de manifestations culturelles et d'expositions diverses et variées. Ainsi, en cette année 2024, la plupart des rues sont habitées par d'étranges œuvres qui attirent l'attention des promeneurs, à l'image de ce missile tombé sur l'un des balcons du musée des Arts, de cet enfant qui observe la vie d'en haut, ou de ce couple, le père et son fils, nus, se promenant main dans la main dans les allées d'un parc et sculptés sans respecter l'échelle des dimensions humaines. Sur le parvis de l'hôtel de ville, tout de rose repeint, coule la fontaine du baiser des étudiants, qui a été installée en 1998 et n'est donc pas une œuvre créée à l'occasion de cette année culturelle. L'hôtel de ville et la place qui lui fait face, bordée des terrasses des cafés et restaurants, est donc le centre névralgique de la ville qui s'étend le long de la rivière Ematjögi sur laquelle il est possible de naviguer. L'église Saint-John date du XIVe siècle. C'est la plus vieille église de Tartu qui tient encore debout. Détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle fut abandonnée, puis, après 16 années de rénovation, elle fut à nouveau consacrée au culte luthérien en juin 2005. Une rénovation que n'a pas eu la chance de connaître l'ancienne cathédrale construite au XIIIe siècle au sommet de la colline qui surplombe la ville et dont il ne reste que des ruines après sa destruction durant la guerre de Livonie entre la Suède et la Russie à la fin du XVIe siècle. En 1804, à la réouverture de l'université après une parenthèse d'un siècle, le chœur de la cathédrale a été reconstruit et aménagé en musée de Tartu et présente de nombreuses expositions. Le reste de l'édifice est conservé en l'état, d'impressionnantes ruines qu'il est possible de parcourir en toute sécurité. Sur cette même colline arborée se dresse le vieil observatoire, construit en 1810 pour des besoins universitaires et marquant le début historique de l'astronomie en Estonie. Il contribua même, pour les soviétiques, à entrer dans le programme de conquête de l'espace. Le pont de l'Ange, qui ouvre la route pour descendre vers le centre-ville par des rues pavées à l'ancienne, fut construit en 1838, dédié au premier recteur de l'université après sa réouverture. Il conduit directement à l'université en longeant le conservatoire de musique.
Construite en 1809, juste après sa réouverture, l'université de Tartu est un splendide bâtiment accessible au public et renferme un musée d'art et diverses salles historiques à visiter. De plus, tous les professeurs de l'université sont mis à l'honneur chaque année, leurs photos étant affichées en trompe-l'œil sur la façade opposée à la majestueuse entrée néoclassique de l'université, symbole de la plus grande fabrique de cerveaux d'Estonie. Enfin, pour en finir avec l'ingéniosité de Tartu, il faut quitter un peu le centre-ville pour aller à la rencontre du Musée national estonien, un bâtiment ultramoderne qui s'étend sur 6 hectares. À proximité, tient en équilibre instable une maison à l'envers, une structure étrange qui met à l'épreuve notre perception de la réalité à travers la reconstitution méticuleuse des différentes pièces d'une habitation qui se serait retournée sur le toit. Un espace non conventionnel qui fait tourner la tête de tous les visiteurs. Mais il faut quitter Tartu et l'Estonie. C'est notre dernier train estonien qui nous conduit à Valga, ou Valka, c'est selon le pays dans lequel on est. Ville frontière entre l'Estonie et la Lettonie, une frontière pratiquement invisible qui parvient même parfois à se faufiler entre les deux côtés d'une même rue. C'est un petit village qui sent bon la province. Et c'est donc un train letton qui prend le relais en gare de Valka pour rejoindre la capitale de la Lettonie, Riga, à 3 heures de là. La capitale de la Lettonie, Riga, est la plus grande des capitales baltes. Y cohabitent avec concision et élégance les styles roman, gothique, renaissance, baroque et néoclassique. C'est une ville moderne qui a toujours été à l'avant-garde du progrès. En témoigne le vaste quartier de l'Art Nouveau, dont on découvre ici avec surprise le plus riche filon en Europe, décliné sur des notes locales, un véritable trésor reconnu par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997, après tant d'années de grisaille soviétique. Dans l'Europe du XIXe siècle, Riga est la 3e ville de l'Empire tsariste après Moscou et Saint-Pétersbourg. Elle connaît un extraordinaire essor économique et, par extension, démographique et immobilier, passant du simple au double nombre de ses habitants. Riga voit alors pousser des édifices avant-gardistes qui piochent dans le passé pour imaginer une architecture métisse, plus originale et identitaire. C'est l'Art Nouveau. Et les architectes lettons ne se contentent pas de copier, ils créent leur propre Art Nouveau en allant puiser leur inspiration du côté de l'Égypte et de l'Antiquité grecque et romaine. Riga possède ainsi des centaines d'immeubles Art Nouveau, la plupart d'entre eux mélangeant d'ailleurs allègrement différentes influences. Un patrimoine architectural remarquable, au décor souvent surabondant. Aucun édifice ne ressemble au voisin,
créant tout à la fois une unité de façade et un réjouissant rythme architectonique, même par temps de pluie. Mais Riga, ce sont aussi des pages d'histoire qui coulent depuis le haut Moyen-Âge. Fondée en 1201, elle devient l'une des villes les plus importantes de la Hanse, trait d'union essentiel dans les relations commerciales entre l'Est et l'Ouest. Occupée par les Suédois en 1621, puis conquise par Pierre le Grand de Russie en 1710, elle restera sous le joug soviétique jusqu'au 21 août 1991 en devenant la capitale d'une Lettonie indépendante. La tour poudrière, datant de 1650, est l'une des dernières des 28 tours de l'enceinte défensive de la ville. C'était la plus importante. C'est maintenant une annexe du musée de la guerre. Elle annonce une section significative des remparts qui ont été reconstruits partiellement, tout comme la porte suédoise qui se dresse encore dans un angle des casernes de Jacob bâties pour les soldats russes. L'imposant bâtiment du Parlement de Lettonie, construit en 1863, s'inspire vaguement des palais de la Renaissance italienne et fait face à l'église Saint-Jacques, coiffée d'un clocher gothique massif tout en briques. Tout au bout de la rue, les célèbres Trois Frères sont en fait trois maisons côte à côte, faisant cohabiter harmonieusement leurs styles de trois époques différentes entre le XVe et le XVIIe siècle. Le quartier médiéval situé autour de la cathédrale a été rasé en 1935. Cela permit d'offrir une vue sur les beaux édifices qui entourent cette place, à commencer par la monumentale façade d'une ancienne banque réoccupée par la radio nationale et, surtout, le superbe bâtiment de la Bourse, siège aujourd'hui du musée de la Monnaie. Construit en 1852, cet opulent édifice conçu dans le style des palais de la Renaissance vénitienne est du plus bel effet. Voici sans doute la plus imposante cathédrale des pays baltes. Elle date de 1211. D'abord édifiée en style roman, modifiée à l'époque du gothique, elle hérita en 1776 d'un clocher de 90 mètres de haut et d'un élégant pignon baroque. Elle est entourée d'un grand cloître en briques rouges dont la galerie voûtée, longue de 118 mètres, marque la transition entre les architectures romanes et gothiques et abrite une collection éparse d'éléments lapidaires. En fait, et malgré son intérêt historique, la cathédrale de Riga n'est pas vraiment inoubliable. Mais on y vient avant tout pour y voir et y écouter l'orgue monumental de 1884, à l'époque le plus grand du monde, avec ses 25 mètres de hauteur, ses 10 mètres de large et ses 6718 tuyaux. Franz Liszt lui-même composa un morceau musical pour son inauguration. Chaque jour à midi, un organiste réputé vient interpréter des œuvres musicales célèbres avec une acoustique remarquable.
La place de l'hôtel de ville est vieille de 800 ans, mais les magnifiques bâtiments civils qui l'entouraient, parmi les plus emblématiques de Riga, furent tous endommagés par les bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale et furent finalement rasés par les soviétiques après la guerre. Seule rescapée, la statue de Roland, oui, notre Roland de Roncevaux, y survécut. L'hôtel de ville, rasé en 1954, fut reconstruit en 1999 une fois l'indépendance retrouvée, tout comme la splendide maison des Têtes Noires, avec sa magnifique façade de style Renaissance flamande et datant à l'origine du XIVe siècle. Les soviétiques dynamitèrent les vestiges du bâtiment le 23 mai 1948. L'indépendance retrouvée, il fut décidé de le reconstruire à l'identique et le 9 décembre 1999, ce symbole de l'identité lettonne fut inauguré en grande pompe et rouvert au public. Non loin de là se dresse le bâtiment, pastiche un peu lourd d'un château médiéval, de la guilde des petits commerçants et artisans qui était exclus de la grande guilde des Têtes Noires. En face, un immeuble cossu, chapeauté d'un chat noir, appartenait à un riche marchand de la petite guilde qui avait été refusé d'accès à la grande guilde. Enfin, pour terminer notre visite, le monument de la liberté fut édifié en 1935 par souscription nationale afin de bien marquer l'attachement du peuple letton à son indépendance. Haut de 42 mètres, il est dominé par 3 étoiles, symbole des 3 provinces de la Lettonie. Le monument a échappé à la destruction voulue par les soviétiques grâce à l'intervention inattendue de la ministre de la Culture de Khrouchtchev. Ajoutez à tout ce riche patrimoine historique une jeunesse remuante et une vue nocturne intense qui, du jeudi au samedi soir, anime les rues, les bars et les boîtes de la ville, surtout la nuit venue, avec une folle exubérance et un fidèle respect des traditions. Sur la route de Vilnius, juste avant la frontière avec la Lituanie, notre dernière étape en Lettonie sera pour le palais-musée de Rundeil, à 75 km au sud de Riga. C'est le petit Versailles de la Lettonie. Il a été édifié à partir de 1736 pour le duc de Courlande, qui fut l'amant de l'impératrice russe Anna Ivanovna, sur les plans du célèbre architecte italien Rastrelli, qui fut à l'origine du fameux palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Impossible d'en décrire tous les fastes que l'on admire au fil des quelques 50 salles à visiter.
une entrée monumentale, une remarquable collection de meubles, des fresques peintes au plafond, des poêles prussiens en faïence, des peintures, des portraits, des objets d'art, etc., etc. Parmi les pièces remarquables, voici la salle dorée, dite salle du trône, mais sans trône, avec une richesse époustouflante de dorures, une profusion de stucs et une immense fresque au plafond, allégorie des arts réalisée par des artistes italiens. L'impressionnante salle blanche, immaculée, avec ses chérubins jouant de la musique ou chassant, salle dans laquelle des concerts sont donnés régulièrement. La chambre des roses, toute de roses vêtues. La chambre verte. La bibliothèque. La salle de jeu avec son billard. La salle à manger et sa table somptueuse. Le boudoir de la duchesse avec son adorable alcôve en forme de coquillage surmontée de chérubins. Le cabinet de toilette de la chambre du duc avec son plafond quelque peu original. Bref, une succession de petits bijoux. C'est presque Versailles en effet, avec l'inspiration du roi Soleil. D'autant plus que les superbes jardins à la française ne manquent pas de charme non plus. Plus insolite est la colline des Croix, de l'autre côté de la frontière, dans le nord de la Lituanie. Cet endroit est un étrange site sacré, historiquement, archéologiquement, mythologiquement et culturellement connu dans le monde, surtout depuis que le pape Jean-Paul II est venu s'y recueillir et y prier le 7 septembre 1993. Toutefois, les origines de cette dévotion consistant à ériger des croix et à déposer de saintes reliques ne sont pas bien connues.
Elles peuvent remonter au Moyen-Âge quand se dressait sur cette colline un modeste château que l'armée livorienne aurait détruit en 1348. Il est plus probable que les premières croix aient été érigées ici au milieu du XIXe siècle pour prier Dieu et le remercier ou pour lui demander des faveurs. D'autres disent que les croix commencèrent à apparaître en mémoire des victimes des rébellions de 1831 et 1863, et ce, malgré l'interdiction des autorités tsaristes. Si bien que pendant l'occupation soviétique qui suivit, le peuple venait clandestinement, la nuit, pour ériger des croix que les autorités russes venaient détruire au fur et à mesure. Bref, la colline des Croix est maintenant un lieu sacré sur lequel des centaines de milliers de croyants viennent prier, de Lituanie, des pays baltes, mais aussi de toute l'Europe chrétienne, à l'image des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Un train lituanien, aux armes du pays, nous conduit à Vilnius, la capitale de la Lituanie, loin des rivages de la mer Baltique, mais près du centre géographique de l'Europe. Depuis sa création en 1323 et la construction d'une forteresse sur les hauteurs de la ville, Vilnius traversera de nombreuses vicissitudes historiques au travers de ses destinées à multiples facettes. Aux mains des chevaliers teutoniques qui veulent imposer le christianisme au XIVe et XVe siècle, Vilnius est au centre du plus grand royaume d'Europe qui s'étend de la Baltique à la mer Noire. Au XVIe siècle, c'est la capitale du royaume polonais-lituanien qui disparaîtra de la carte en 1795 avec l'occupation russe qui impose une russification forcée jusqu'à la déclaration d'indépendance en 1918. Mais, dès 1920, les Polonais occupent Vilnius jusqu'à l'invasion allemande de la Pologne en été 1939. L'été suivant, la Lituanie est incorporée à l'URSS et 35 à 40 000 habitants sont déportés en Sibérie. En juin 1941, Vilnius est occupé par les nazis qui n'hésitent pas à supprimer, à déporter ou à exploiter près de 95% des 265 000 juifs lituaniens qui vivaient encore dans le grand et les petits ghettos de la ville, quartier qui était surnommé la Jérusalem du Nord. En 1990, la Lituanie est le premier pays balte à se déclarer indépendant. Les troupes soviétiques se retirent en janvier 1991 et Vilnius retrouve enfin sa liberté. Après tout cela, il est facile de comprendre pourquoi le peuple lituanien, à l'image des autres populations baltes d'ailleurs, tient à son ancrage avec l'Europe et avec le monde occidental en général. En dehors de la traditionnelle vieille ville, Vilnius est une ville moderne et économiquement bien développée que l'on surplombe depuis les ruines du château supérieur construit en 1323 et dont il ne reste que la tour octogonale Gedimino, au sommet de laquelle flotte le drapeau national. Au pied de la colline du château s'étend une grande esplanade sur laquelle se dresse la cathédrale avec son clocher séparé, appelé la tour de l'horloge, avec ses 6 cloches qui, lorsqu'elles carillonnent ensemble, provoquent un tintamarre assourdissant. La cathédrale de style néoclassique a été bâtie en 1769 sur les restes d'un premier édifice roman datant du XIIIe siècle. Son monumental portique à fronton triangulaire est orné d'un bas-relief représentant le sacrifice de Noé. Autre monument de la place, la statue du grand-duc Gediminas, le fondateur de Vilnius en 1323,
a été érigée en 1996 devant le Musée national. L'université, fondée en 1579, est l'une des plus anciennes et des plus renommées de l'Europe de l'Est. Sa grande cour, d'une majestueuse théâtralité, dotée d'arcades, est dominée par la remarquable façade baroque de l'église Saint-Jean, dans laquelle sont remis les diplômes. Non loin de là, le palais présidentiel de style empire, tour à tour résidence de l'archevêché puis des gouverneurs russes, a vu passer du beau monde entre ses murs. Louis XVIII en exil et Napoléon en 1812 lors de la campagne de Russie. La modeste église lituanienne de la Trinité abrite le tableau de la miséricorde divine qui tient beaucoup au cœur des habitants de Vilnius. En face se trouve l'ambassade de France, maison dans laquelle séjourna l'écrivain français Stendhal en 1812. De l'autre côté de la grande rue commerçante qui traverse toute la ville du nord au sud, se dressent côte à côte deux grandes églises en briques. Saint-François d'Assise, qui semble écraser un peu la magnifique façade de l'église Sainte-Anne, sans doute la plus belle église de Vilnius, et Dieu sait s'il y a des églises à Vilnius. À côté, l'église de l'archange Saint-Michel fait triste mine. Elle a été transformée en musée du patrimoine religieux. Réfugié dans une boucle de la rivière Vilnia, le pittoresque quartier d'Ūzupis est l'un des plus vieux de Vilnius. Longtemps fief d'artisans, totalement négligé pendant l'ère soviétique, ce quartier a connu une certaine renaissance à partir de la fin des années 90. Les habitations délaissées furent réinvesties par des artistes et des marginaux de tout poil qui trouvèrent là de petits loyers et de bonnes vibrations pour alimenter leur créativité. Le 1er avril de l'an 2000, une poignée de résidents décidèrent de proclamer la République d'Ūzupis pour mieux marquer leurs différences, avec la ferme volonté d'y maintenir un esprit communautaire, à l'image de la commune libre de Montmartre à Paris en son temps. D'ailleurs, aujourd'hui, la République d'Ūzupis est jumelée avec la commune libre de Montmartre. Mais en une génération, ce refuge blotti à l'ombre de la grande ville est devenu un quartier très touristique. Sur l'autre rive de ce petit coin bucolique se dresse la cathédrale orthodoxe de l'Assomption, fondée au XIVe siècle, mais reconstruite en 1868. À proximité, la rue de la Littérature expose un large pan de murs incrusté de petites plaques et de petits symboles rendant hommage aux auteurs, poètes, écrivains, traducteurs lituaniens pour leur liberté de penser et d'écrire. Parmi eux, Roman Kassev, de son vrai nom, natif de Vilnius en 1914 et qui reçut 2 prix Goncourt en France sous 2 pseudonymes différents, Romain Gary pour l'un et Émile Ajar pour l'autre. Plus au sud se trouve l'ancien ghetto juif de Vilnius, la Jérusalem du Nord, dont il ne reste rien ou presque. L'essentiel a été détruit par les nazis, puis achevé à coups d'explosifs par les soviétiques. Le petit et le grand ghetto étaient séparés par la rue Wojciechów, surnommée rue des Allemands, créant ainsi un corridor pour l'occupant. Là, maintenant, sur quelques mètres, les terrasses des cafés et restaurants très fleuris ramènent à la vie aujourd'hui, de jour comme de nuit, un quartier particulièrement sinistré. De retour sur la grande rue Pilies, au niveau de l'église orthodoxe Saint-Michel, on arrive sur la grande place de l'ancien hôtel de ville, toujours très animé. Reconstruit à la fin du XVIe siècle, cet ancien hôtel de ville, de pur style néoclassique avec son imposant portique sur 6 colonnes doriques et dont on a conservé le bureau du maire, est devenu un théâtre, puis un musée des beaux-arts, avant d'abriter maintenant des expositions, des réceptions et des concerts. Non loin de là, l'hôtel Astoria
est tristement célèbre pour avoir été le théâtre du meurtre de Marie Trintignant, comédienne française, par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, en juillet 2003. Il fait face à l'imposante église Saint-Casimir, édifiée par les jésuites au XVe siècle, dans un style baroque. Utilisée comme grenier à blé pour l'armée napoléonienne, donnée aux orthodoxes en 1839, rendue aux catholiques en 1917, elle fut transformée en musée de l'athéisme en 1963. Non loin du bâtiment monumental de la Société philharmonique de Vilnius, édifié en 1902, et au-dessus de la porte sud de la vieille ville, la porte de l'Aurore, seule survivante des 5 portes de la ville, une galerie vitrée a été ajoutée au XIXe siècle dans l'épaisseur de la muraille et renferme une minuscule chapelle particulièrement vénérée, devenue un imposant lieu de pèlerinage du pays. Elle abrite la Mère de Dieu miséricordieuse, une icône sacrée de la Vierge sans enfant. Ce lieu est d'autant plus sanctuarisé depuis 1993 quand le pape Jean-Paul II est venu y célébrer une messe pour commémorer la libération du pays, une messe à laquelle seules quelques personnes purent assister. Avant de quitter Vilnius et les pays baltes que nous venons de traverser rapidement et de terminer ce voyage, je propose une dernière étape au vert, à Trakai, un petit village tranquille situé à une trentaine de kilomètres de Vilnius. Trakai fut la première capitale de la Lituanie jusqu'en 1323, avant Vilnius. C'est aujourd'hui une charmante bourgade cernée par les eaux du lac Galvès, avec de vieilles maisons de bois colorées et fleuries. Le château de Trakai, même s'il peut paraître plus beau de loin que de près, séduit en un coup d'œil avec ses tours et son enceinte de briques émergeant des eaux du lac. Il a quand même fière allure, ce château flottant. Édifié au XVe siècle sur un îlot au milieu du lac, il a été totalement détruit par l'armée russe en 1665 et, après 3 siècles d'abandon, il sera reconstruit dans les années 1950. D'origine, ne subsistent que les bases des murs et des bouts de toux. L'imposant donjon carré, en réfection aujourd'hui, est la partie la plus ancienne. Tout autour de la cour, des casernes qui, après avoir été des prisons, renferment des collections variées. De grandes salles d'apparat, superbement voûtées pour la plupart, présentent quelques pièces intéressantes de mobilier ancien, des armes, des armures, des côtes de mailles d'époque, etc. En fait, il s'agit là du 3e château de Trakai. Les vestiges des précédents se découvrent parfois au cours de belles balades sur les rives du lac.
Et c'est avec les restes de ce passé que nous quitterons les pays baltes, qui ont tous un point commun, celui d'appartenir fièrement à l'Union européenne, afin de ne plus connaître de nouveau tout ce que ce passé, justement, leur a infligé.